d'une certaine forme d'ingérence. Mais le Maroc, vu sa taille et vu les rapports de force qu'il y a avec l'Union européenne, ne peut faire autre chose malheureusement dans l'immédiat que de tenter de s'extraire d'une liste totalement abstraite pour un certain nombre de pays qui ne veut strictement rien dire. Au moment où l'Europe et l'OCDE ne fait pas grand-chose par rapport aux vrais paradis fiscaux. Parce que même encore l'Union européenne, il y a par exemple l'Irlande, où il y a un schéma très connu qu'on appelle le double irlandais, qui fait que beaucoup de multinationales ouvrent leur siège à Dublin. Il y a également le Liechtenstein, il y a également d'autres États. Mais ça ne figure pas forcément parmi les priorités, vu les rapports de force existants en interne. Mais pour le Maroc, c'est plus facile de le faire plier par un schéma de chantage à peine voilé. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed El-Khoul, on le rappelle, la loi de finances 2020 a institué un taux de l'IS de 15% pour toutes les sociétés ayant le statut CFC, Casablanca Finance City, sans distinction entre le chiffre d'affaires local et celui réalisé à l'export. Un taux qui s'appliquera après la période d'exonération de 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Echachi, avec les termes qu'il a utilisés? Problème de dictat, limite de chantage, contrôle d'échange indirect? Il y a différentes manières de voir les choses. Techniquement, on peut regarder ça comme ça, effectivement, en considérant qu'il y a un certain nombre de règles qui sont imposées par l'Union européenne pour faire des affaires avec eux, puisque c'est de cela dont il s'agit finalement. Donc là, il y a deux parties, et ils considèrent que la seule manière dont on peut faire des affaires avec eux, c'est qu'il faut qu'il y ait ces pratiques fiscales qui soient selon eux non dommageables ou non préjudiciables à leurs entreprises. Après, c'est une question ensuite, parce qu'il y a la souveraineté qui est un élément important, puis après il y a la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire? Si vous permettez rapidement, le vrai problème, c'est qu'ils ne disent rien par rapport au différentiel de salaire entre les pays membres de l'Union européenne et les pays où on délocalise, et ils ne disent rien sur le code du travail. Donc c'est là où résident les vrais facteurs de fuite des capitaux du côté européen vers le reste du monde. Oui, mais parce qu'on n'a pas, et c'est aussi ça, c'est un autre problématique, c'est que, y compris en Europe, il y a pas de... On n'a pas d'organisation sociale globale comme on a au niveau fiscal ou commercial qui permettrait de dire là il y a des problématiques. Alors ce qu'on fait, c'est que on voit qu'il y a un certain nombre de codes de bonne conduite, d'engagement à ne pas acheter chez des fournisseurs qui feraient travailler des enfants, qui feraient telle ou telle chose. Mais il y a effectivement un retard énorme sur cette question-là, mais sur lequel il peut pas à mon avis, il peut difficilement y avoir consensus, parce que là aucun État, parce que théoriquement on pourrait se dire oui, alignons le SMIC marocain sur le SMIC français, mais ça n'aurait aucun sens. Les choses ne pourraient pas fonctionner. Ce serait complètement aberrant, puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Et ce qui est problématique, c'est qu'effectivement ce raisonnement qui est tout à fait logique du point de vue droit du travail, pourquoi on considérait qu'il n'est pas logique du point de vue fiscal? Alors ce que les Européens disent, c'est que il n'est pas logique du point de vue fiscal. Pour eux, leur base, c'est de dire on ne s'occupe pas de la fiscalité si votre production est nationale et vise la production nationale. Mais si vous créez des zones franches spécifiques, extraterritoriales entre guillemets, dans lesquelles nos entreprises peuvent venir s'installer, ne payent pas d'impôts et travaillent à destination de notre marché exclusivement, ça nous pose problème, et on considère que vis-à-vis de notre industrie locale, ça peut être concurrentiel. Mais ça a été c'est ce qu'a utilisé l'Asie. L'Asie a pu se développer que comme ça. Et à l'époque, on ne leur a rien dit. Le problème, c'est que plus vous arrivez tard dans le développement, plus on vous met des chaînes et des entraves, et plus c'est compliqué, et plus vous devez être imaginatif. Alors on peut se lamenter, le déplorer, mais c'est une réalité. On peut demander, peut-être reprocher à nos grands-parents de ne s'être pas réveillés plus tôt, plutôt que d'accabler l'Union européenne. Mais ça, c'est encore une autre thématique. Mais l'idée, effectivement, est... Vous voulez que nos entreprises s'installent chez vous et travaillent chez vous, mettez un cadre, et c'est là où je trouve que ça reste quand même acceptable, puisqu'on n'est pas en train de dire mettez le même taux d'impôt que nous. Là, ce serait complètement aberrant et inacceptable, mais c'était ne mettez pas un impôt qui soit trop largement problématique, donc ne mettez pas zéro en gros, et ayez une imposition un peu plus cohérente. Et donc là, et c'est pour ça que je disais, entre 10 et 15, on est sur la logique basse de l'Union européenne. C'est ce que fait l'Irlande, par exemple. Ils sont autour de 10-15% en fonction des situations. Donc là, si on met ce type de mécanisme, à mon avis, ça semble cohérent. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça nous donne une voie pour notre fiscalité en interne, nous. Parce que vouloir faire payer des entreprises, qu'en France, on vous dise vous payez 30% d'IS parce que vous avez à côté tous les services publics,
que quand vous allez, vous en tant qu'entreprise, recruter des gens, ils ont déjà été formés par l'école publique sans que vous ayez à payer quoi que ce soit et vous avez déjà une main-d'œuvre prête à travailler, vous avez des services publics de qualité, vous avez des routes et des infrastructures qui vous permettent de développer votre commerce, etc., etc. Alors qu'on vous dise oui, payez 30%, on se dit oui, d'accord, on comprend puisque en face il y a quelque chose. Mais quand on est chez nous, on paye 30%, voire 31%, mais qu'en face il y a rien, c'est là où ça interpelle. Et donc dans des schémas comme ceux-là, des taux de 10 à 15 me paraissent pouvoir être plus facilement acceptés. Et donc s'ils sont plus facilement acceptés, on va arriver à élargir l'assiette, qui est notre problématique de base, et donc générer plus de revenus avec un taux plus faible. Et c'est pour ça que au-delà de l'aspect politique, souveraineté, que je comprends très bien, et qui effectivement est un sujet, mais ensuite c'est la même chose que pour les vaccins, hein. On aimerait bien les avoir tous ici disponibles, mais on dépend des autres, puisqu'on n'a pas été suffisamment travailleurs, ou suffisamment malins, ou suffisamment intelligents pour développer des vaccins chez nous. Donc on dépend des autres, et c'est pareil pour les entreprises. Comme on n'a pas été suffisamment intelligents, suffisamment travailleurs, ou suffisamment malins pour créer ces entreprises chez nous, on doit faire venir les entreprises étrangères. Et donc, quand on doit les faire venir, on entre dans une logique de danse du ventre et de séduction. Pour les séduire, il fallait faire un certain nombre d'actions. Alors, l'Union européenne a considéré qu'on a dragué de manière un peu trop abusive leurs entreprises et qu'on doit faire preuve d'un peu plus de pudeur dans la manière dont on essaie de les attirer. Bon, c'est imagé, mais c'est quand même un peu la réalité. C'est cette situation-là. Bientôt, on aura un hashtag MeToo au niveau de l'ONU. Peut-être. Des États vont porter plainte contre l'Union européenne pour viol et harcèlement. C'est possible. Non, mais l'idée principale, elle est là. Hein. On est sur cette logique en disant, il doit y avoir une concurrence, mais si vous modifiez, et on comprend que l'aspect main d'œuvre, vous puissiez l'utiliser puisque cette situation est ce qu'elle est, et on ne va pas vous opposer ça. La fiscalité de la même manière, on veut que vous ayez une fiscalité à peu près équivalente entre l'interne et l'international, en gros, pour qu'il n'y ait pas une... Et que vous ayez, mais c'est même pas encore le cas au Maroc, mais qu'à minima, vous ayez des taux qui soient de 10 ou 15%, ce qui est quand même le taux largement accepté comme taux minimal. On considère que vous êtes un paradis fiscal, que vous êtes à 0 ou 5%, et là il y a ces problématiques. Mais quand on est à un niveau à partir de 10, c'est tout à fait cohérent, et à mon avis, c'est pour ça que, au-delà de tous les aspects politiques, il me semble qu'on devrait se saisir de cette situation-là, et se dire maintenant ce taux qu'on met en place par rapport à ces zones franches d'exportation, il faudrait peut-être le généraliser à tout le royaume et arriver à donner un peu plus de marge de manœuvre aux entreprises marocaines en réduisant l'IS. Et il y a tout un débat aussi sur l'impôt sur le revenu, mais en réduisant cet IS-là, parce que, comme je l'évoquais, il y a quand même on n'est pas encore dans un stade ou une situation où l'État a une action telle qu'on puisse justifier ces niveaux d'imposition aussi élevés. Rachida Chachi, est-ce que cette nouvelle décision pourrait compliquer nos fameux plans d'accélération industrielle, ou au contraire on devrait peut-être voir les choses du bon côté et dire que ça nous conforte plutôt dans le tournant de la préférence nationale que l'on avait entamé au lendemain de cette crise, durant cette crise? Il est déjà intéressant de voir que, là encore, qu'il y a une hiérarchie mondiale, que ce que l'Union européenne fait au Maroc, en fait, les États-Unis le font à l'Union européenne, quand ils leur imposent une plus grande transparence bancaire et un certain nombre de réformes qu'ils leur imposent à leur manière. Donc effectivement, il n'y a pas de justice là-dedans, ni à chercher, ni à trouver, mais c'est dans l'ordre des choses. Alors, par rapport à la souveraineté marocaine et à la question de la préférence nationale, il faut comprendre pourquoi j'ai parlé d'ingérence, parce qu'il y aura un effet immédiat sur l'économie marocaine. Parce que l'État marocain n'a pas 36 variables d'ajustement pour attirer les capitaux étrangers. Il en a globalement 3, dont une est plutôt rigide, c'est les infrastructures, le port de Tanger, le port de Dakhla, le TGV, les autoroutes, dans la temporalité, c'est une temporalité relativement de longue durée. Mais les deux autres variables qu'il peut immédiatement mobiliser, c'est la fiscalité et le coût de la main-d'œuvre, les salaires. Si l'Union européenne fait en sorte que le Maroc voit sa marge de manœuvre fiscale se réduire et s'atrophier, naturellement, par effet de vase communicant, l'État sera amené à chercher à accroître cette marge de manœuvre au niveau des salaires. Et donc, naturellement, ce type de démarche et de bras de fer est de nature à amener les salaires à être davantage compressés. Et donc, on risque de voir le salaire minimum au Maroc freiner plus qu'il ne l'est déjà. Et le réajustement du salaire minimum pour rattraper l'inflation va se faire de plus en plus tardivement pour dire aux multinationales, écoutez, vos États et vos structures supranationales nous ont imposé d'élever l'impôt, mais ne craignez rien,
rien ne va se passer au niveau des salaires. Vous pourrez toujours profiter de salaires relativement bas, voire très bas, pour pouvoir garder votre taux de profit. Donc, il faut comprendre qu'il y aura un impact immédiat, qu'on ne peut pas y échapper. Alors, par rapport à la préférence nationale, oui. Alors, l'idée, ce que la Chine a fait, mais a posteriori, et pas a priori, c'est de développer également une demande intérieure, c'est-à-dire une forme de profondeur stratégique économique pour moins dépendre des exportations, de l'état de santé économique des partenaires, voire même des dictats, parce que même la Chine s'est mis des pressions par rapport à sa monnaie, qui est jugée comme étant sous-évaluée. Une guerre commerciale lui est déclarée par les États-Unis, mais si elle peut tenir le coup aujourd'hui, c'est parce qu'elle a développé un marché intérieur, une classe moyenne importante, parce qu'elle a rattrapé son retard économique et technologique et qu'elle peut se le permettre. Donc, dans le cas du Maroc, si on ne veut pas avoir pour seul outil la fiscalité et les salaires minimums, il faut penser à développer d'autres leviers. Ces leviers, c'est la technologie, la souveraineté technologique, et qui passe par l'éducation, qui passe par un ensemble de réformes structurelles et en profondeur.